Alors, le sénateur Laffitte avait souhaité bâtir son projet de technopole sur 3 piliers, l'écologie, l'économie et la culture. Alors, cette dernière, la culture, sœur jumelle de l'art, interpelle. Alors, pourquoi et surtout comment convoquer le frère et la sœur au cœur d'une technopole où la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat, il faut bien le reconnaître, occupent le devant de la scène et mobilisent la grande majorité des énergies. Alors, durant cette matinée avec Marie et avec Lisa, et surtout avec vous, nous souhaitons réinterroger l'art et la culture, interroger leur identité, observer leur rôle, convoquer leur histoire, revisiter leur contribution à notre réel. Alors, art et culture, comment les qualifier? Comment appréhender ces objets hybrides toujours à double face? Gratuits et pourtant monétisables, éphémères mais durables, inutiles mais indispensables, irremplaçables mais dispensables, déraisonnables mais admirables, insensés mais ravissants, inattendus mais même parfois thérapeutiques. Nous pourrions continuer la litanie des oppositions. C'est aussi le but de cette matinée. Si la science, la technologie s'adresse d'abord à la raison et à l'usage, s'inscrivent dans une volonté de piloter le réel, l'art et la culture parlent à nos sens, dialoguent avec nos émotions, nourrissent nos rêves, ou l'inverse, tutoient les imaginaires, sans ambition utilitariste apparente. Depuis Lascaux, elles plongent aussi leurs racines anthropologiques dans le sacré, dans le spectacle permanent de la nature, du cosmos, dans la fascination pour le vivant, pour le monde des infiniment petits ou infiniment grands. D'ailleurs, combien de scientifiques ont également écrit, peint, composé, peut-être même sculpté? Pourquoi chez Sapiens ce besoin irrépressible de déambuler dans les zones colorées d'une matière grise encore bien mystérieuse? Pourquoi cette appétence pour le beau? Pourquoi la langue a-t-elle formulé des mots comme harmonie, symbolique, enthousiasme, œuvre, création, des verbes comme toucher, bouleverser, adorer, transcender, des expressions comme état de l'art et la manière, l'enfance de l'art, les règles de l'art, l'homme de l'art. L'écrivain Sylvain Tesson a dit, ou a écrit d'ailleurs, en tant qu'écrivain, la technique procure ce qu'il faut, la technologie procure ce dont on ignore avoir besoin. Alors modestement, je soumettrai à votre sagacité, en début de cette matinée, une variante de cette phrase. Alors une variante qui n'appartient pas au monde du canul art, mais peut-être à celui des bises art. La science tente de décrire ce qui est, car on en a besoin pour mieux vivre. L'art tente de révéler ce qu'on ignore de vivre, car on en a besoin pour mieux être. Voilà, il reste à caser le troisième pilier qui était l'écologie, mais ça sera pour une prochaine fois, une prochaine matinée ou un prochain colloque. Je crois que Janice s'impatiente. Je vais donc lui laisser la parole. Dardar. On a bien fait de le laisser. Je savais qu'on serait d'accord. Donc, oui, on va commencer cette matinée par un hommage à Pierre Laffitte. Il faut quand même reconnaître que si on est là ce matin, nous, mais pas que nous, les 40 000 personnes qui viennent travailler sur Sophia, 45 000, je crois, aujourd'hui, viennent sur Sophia parce que Pierre Laffitte, il y a quelques années, il y a 56 ans, a eu l'idée de créer cette technopole. Alors, le slogan de Valbonne, c'est « Ici, le futur a trouvé ses racines ». Je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas se souvenir que Pierre Laffitte était quand même un homme extraordinaire, un homme qui nous a, pour beaucoup, apporté beaucoup. Et je trouve qu'il aurait eu 100 ans cette année, 100 ans au 1er janvier. Et je trouve que c'est normal de se souvenir de lui. Alors, pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas vous lire le résumé de sa vie parce que
ça va nous prendre du temps. Mais cela dit, je vous ai fait quelques exemplaires résumés de son livre d'ailleurs, que vous pouvez trouver là-bas sur la petite table. Bien sûr, il y a ici son livre qui est sorti quelques semaines avant son décès, qui est édité par l'École des Mines. C'est vraiment très très bien, très savoureux. C'est du Laffitte, quoi. Hein. Donc, il raconte tout ça, les difficultés qu'il a eues pour créer Sophia. J'ai même ce petit livre. Je crois que je suis une des seules à l'avoir encore. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est l'histoire de la création de Sophia. C'est Pierre Laffitte qui me l'a donné. Je crois que c'est un des derniers exemplaires. Et il ne faut pas me le piquer parce que j'y tiens beaucoup. Et effectivement, il y a des anecdotes savoureuses. Je voulais demander à Nadine Marchandet, qui est mon amie depuis longtemps, de venir. On en a parlé tout à l'heure au café. Viens, je t'approche. Et Nadine a bien connu Pierre, bien évidemment. Bonjour Nadine. Bonjour, merci beaucoup Janie. Merci à tout le monde tout simplement d'être là aujourd'hui parce que je pense que c'est important de garder en mémoire les hommes qui marchent et qui avancent. Est-ce que tu pourrais me dire, d'abord te présenter? Oui, alors je vais me présenter rapidement, vous avez raison. Tu as raison Janie. Donc Nadine Marchandet, je suis actuellement déléguée régionale académique adjointe à la recherche et à l'innovation. Alors c'est un grand mot pour dire en fait c'est ministère de la recherche en région, voilà, et donc on est une petite équipe et mes collègues sont sur Aix en Provence au rectorat de région et moi j'ai mis en place et j'anime l'antenne sur Nice, mais en fait Nice Sophia Antipolis parce que Sophia Antipolis est présent partout et c'est pour ça qu'il y a une antenne qui a été créée par le ministère ici et c'est pas un hasard et donc je rayonne beaucoup sur le 06 et le 83 et l'ensemble de la région et évidemment au national aussi. Alors autant vous dire que Nadine est une tête, on peut dire ça, une chercheuse. Oui, voilà. Et en fait on se connaît depuis longtemps, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a apporté Pierre Laffitte? J'ai envie de dire tout, en tout cas au niveau professionnel, mais après vous allez voir même au niveau personnel. Donc j'ai fait des études de recherche en chimie physique. J'ai un doctorat de chimie physique de l'université Côte d'Azur. Mais avant ça, pourquoi j'étais à l'université Côte d'Azur? C'est parce qu'en 1993, j'ai fait un stage au laboratoire départemental vétérinaire à Sophia Antipolis et j'ai découvert Sophia Antipolis et j'ai découvert aussi qu'il y avait des conférences, comme j'étais un peu seule et que je connaissais personne, du coup j'ai vu qu'en fait il y avait même déjà à cette époque-là, il y avait déjà des choses qui se passaient et c'était très intéressant. Et ensuite j'ai intégré l'université, j'ai fait mon petit parcours donc jusqu'en fin de thèse et j'ai monté l'association des jeunes chercheurs du 06 et en fait mon premier souci, c'était comment on fait quand on est jeune chercheur pour entrer en contact avec les entreprises. Voilà. Et là, le sénateur Laffitte a dit, venez visiter les entreprises, appelez-les, rencontrez-les, vont vous ouvrir les portes et vous allez visiter, vous allez découvrir autre chose. Était-ce le début de la fertilisation croisée? Alors, complètement. Complètement. Inauguré la fertilisation voilà, croisée. Complètement. Et puis ensuite, du coup, je me suis rendu compte qu'il existait des passerelles entre le monde académique et le monde privé. J'ai découvert tout ce qu'était le transfert de technologie, l'innovation. Et lui, il m'en a beaucoup parlé. Et il me disait, mais c'est vraiment, c'est là-dedans qu'il faut s'investir parce qu'il faut croiser. Alors, à tout niveau, les sciences, l'art, les domaines, les apprentissages, les connaissances des uns des autres, parce que de toute façon, ensemble, on s'apporte toujours plus que quand on est tout seul. Donc, voilà. Donc, ça, c'était... Et sur le plan personnel? Alors, parce que j'ai aussi quand même monté l'incubateur, alors pas KEST à l'époque, il s'appelle Provence Côte d'Azur maintenant. Et ça, c'était aussi très intéressant parce que il a aussi été présent à ce moment-là. Et surtout quand on a commencé à faire des missions à l'international.
Et c'est là où j'ai découvert à quel point Sophia Antipolis était connue et reconnue à l'international, et que ça, sur le territoire local, on ne le sait pas souvent suffisamment bien. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on en a un peu plus conscience qu'en 2001-2004, mais voilà, donc ça c'est encore à cultiver tout ça, parce que Sophia Antipolis, c'est la Silicon Valley française, et c'est une des premières toctopoles d'Europe. Voilà, donc moi ça j'ai découvert ça professionnellement parlant. Et puis ensuite, je suis partie au Brésil aussi pour développer un parc technologique sur le modèle de Sophia Antipolis. Donc là encore, beaucoup de liens avec la Fondation Sophia Antipolis, quelques recommandations aussi du sénateur. Donc c'était bien, voilà. Et puis... Mais ça, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, parce il est que connu ça... dans le monde entier. Enfin, il était Tout connu. à fait. Ah bah oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours à cœur de citer le sénateur Laffitte, parce que il faut pas qu'on oublie. Le temps passe et certaines choses trépassent, mais lui, il faut pas. Voilà, donc c'est bon de garder la mémoire. J'ai une de mes filles qui a fait des choses avec la gendarmerie, et eux, ils ont à cœur de préserver la mémoire, et du coup, ça m'a rappelé que finalement, c'est pas que la mémoire des gens qui sont tombés à la guerre ou autre, c'est la mémoire en fait aussi de tous ceux qui font avancer et qui font que les gens aujourd'hui vivent dans ce qu'ils ont créé et perpétuent en fait les choses. Et ça, il faut préserver. Alors, je ne sais pas si je peux faire un comparatif, mais moi j'aime beaucoup Simone Veil, évidemment. Et sur un autre domaine, sur un autre registre, mais moi, pour moi, c'est vraiment une personnalité, une personne, et une grande personne, et avant tout un humaniste. Voilà. Oui. Parce que sans humanité, on a du mal pas à faire avancer des choses, on peut complètement sans humanité faire avancer des choses, mais pour qu'elles perdurent dans le temps et qu'elles fédèrent les gens et qu'on se l'approprie et qu'on le vive, je pense qu'on a vraiment besoin de gens humanistes. Voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. Et sur le plan personnel, eh ben, mes filles sont au Collège international de Valbonne, et ce n'est pas un hasard, parce que c'est au cœur de Sophia Antipolis, et que donc, pour moi, tous les chemins, que ce soit professionnel ou personnel, voilà, tous mènent à Sophia Antipolis et au sénateur Laffitte. Et c'est bien aussi qu'on lui rende régulièrement hommage, et que faut garder ça. Ouais. On cite tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, merci Nadine. Merci Janie. Alors moi, je voulais juste vous rappeler quelques anecdotes. Moi, j'ai bien connu Pierre Laffitte. Je suis arrivée à Sophia Antipolis en juin 93, donc il y a 32 ans. Et je me souviens très bien de la découverte incroyable de ce monde sophipolitain. J'étais déjà journaliste, mais à Nantes, et j'en avais jamais entendu parler. En France, on ne parlait pas de Sophia. Jamais, c'était mal vu, même Sophia. Alors, j'étais vraiment surprise de voir ce qui se passait ici. Comme Nadine, d'ailleurs, j'étais une des premières journalistes à venir sur Sophia et à venir voir les conférences. Je me disais, mais c'est quand même incroyable. Il y avait des gens qui venaient du monde entier, qui se prosternaient devant Pierre Laffitte, c'était absolument étonnant. Et j'étais la seule journaliste à ce moment-là, présente. Et quand Nice Matin, je ne sais pas si Nice Matin, ils nous ont fait un bel article, c'est pas pour les critiquer, mais à l'époque, aujourd'hui, ils soulignent les actions positives de Sophia, mais à l'époque, quand Nice Matin faisait un article sur Sophia, c'était pour dire Sophia brûle, il faut sauver le soldat Sophia, telle entreprise est partie. C'était un peu ça à l'époque. Hein. Et en fait, Sophia n'a cessé de croître, et depuis ses 56 ans. Alors moi, Pierre Laffitte a été une des premières personnes, avec Roger Verger, le célèbre cuisinier, qui était aussi un visionnaire, à me faire confiance ici sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que c'était très important. Pierre Laffitte a toujours souligné l'initiative de tout ce que je faisais. Mais moi, quand j'ai voulu lancer le magazine de Sophia en l'an 2000, il m'a dit que personne n'avait réussi à implanter un magazine, et j'étais la seule à avoir réussi à le faire. Après, je me souviens aussi de choses que je lui ai proposées, comme de participer à Nice Expo à Nice. Alors à Nice, ils ne connaissaient pas Sophia. Hein. Et pendant 15 jours, on a fait Nice Expo avec des gens de la Fondation, l'université. On offrait des
des cadeaux aux gens qui répondaient au quiz. Qui a créé Sophia? Qu'est-ce qui se passe à Sophia? Et c'était assez marrant. Alors moi, j'ai écrit des BD sur Sophia. Et à chaque fois, Pierre Lafitte a souligné ses actions. Et puis, nous avons organisé une grande journée pour ses 90 ans. J'avais même édité un magazine spécial. Il y en avait quelques exemplaires tout à l'heure là-bas à l'entrée. De manière à vraiment lui souhaiter un bon anniversaire. Et c'était une grande journée. Il y a tous les directeurs, les anciens directeurs de l'école des mines qui sont venus. Pierre Lafitte a dansé sur la place Sophie Lafitte, 90 ans. Je ne sais pas si tu étais là, Catherine. C'était assez fabuleux. Il avait encore cette vivacité physique et d'esprit. Alors un jour, je croise Pierre Lafitte. On avait nos bureaux, et moi j'avais mon bureau également sur la place Sophie Lafitte. Et il n'arrêtait pas de me dire, Chani, vous devriez vous inscrire à l'association des amis de la Fondation. M'occuper du magazine, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Je courais partout. Je disais, oui, monsieur Lafitte, on ne s'en sent pas très bien. Ce à quoi il voulait que je participe. Et puis un jour, il me dit, en fait, je vous ai nommé, Jeannie, vous êtes chargée de communication au poste aux amis de la Fondation. Je ne savais pas, je serais élue présidente quelques années après. Hein. J'ai dit, écoutez, merci, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais on va essayer de le faire. Et puis alors, à la fin de sa vie, chez avec Antoine, c'est pour ça que je le regarde, on allait le voir directement à Saint-Paul-de-Vence, à peu près une fois par mois, dans sa maison, car il nous avait demandé de créer un club des cités côtières. Ce que l'on a fait pour les 50 ans de Sophia, et je pense que Pierre Lafitte était très, très, très content de la création de ce club. Il est venu parler à la tribune. Les élus qui étaient là ont signé la création de ce club. Et c'était vraiment bien parti. Après, il y a eu le Covid, c'était un peu compliqué. Mais c'est assez extraordinaire parce que quand j'allais le voir, il me disait Jeannie, il faudrait que vous appeliez la NASA. Oui, monsieur Lafitte, si vous voulez. Mais est-ce que vous auriez un numéro par hasard? Alors, il ne me répondait pas. Puis après, il me disait il faudrait que vous contactiez le directeur de Total. Vous lui écrivez cher ami, parce que c'est un ami. Très bien, monsieur Lafitte, je vais écrire au directeur de Total, qui est venu d'ailleurs, du coup, à notre manifestation. Alors moi, il me semble qu'en 2025, des personnes comme Pierre Lafitte manquent un peu au paysage. En tout cas, moi, il me manque. Il me manque par sa vision pertinente, par son humanisme, par sa générosité et par son humour. Donc c'est vrai, les 3 piliers de Sophia, c'est écologie, économie et art. On voudrait bien garder ces trois actions dans nos petits déjeuners. Et nous allons essayer de poursuivre son action en conservant cet esprit Lafitte qui nous convient bien. Voilà. Moi, je voulais juste un tout petit détail, je pense, qui est important de rappeler. Pourquoi ce club des cités côtières? C'est que je pense qu'il avait, avec quelques années d'avance, bien compris qu'il y avait un problème climatique, mais plus que ça, il y avait un problème de montée des eaux. Et que donc la montée des eaux, ça voulait dire que les littoraux allaient être impactés, et que les littoraux, c'est à peu près, je sais pas, selon les estimations, entre 500 millions et 1 milliard d'individus. Et que finalement, en tant qu'humaniste, justement, il se préoccupait du sort des gens qui habitent sur les bandes côtières. Et d'où le club des cités côtières. Voilà. Et c'est vrai, c'est tout à fait ça. Je ne voulais pas prendre trop de temps, mais c'est impeccable. On est impeccable. Mais c'est exactement ça. Il regardait les icebergs fondre. À chaque fois qu'on le voyait, il nous disait il y a encore un iceberg qui a fondu, il y a encore. C'était vraiment ça qui le préoccupait. Et il a raison, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment criant comme problème. On va démarrer, Lisa. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Lisa Paoli? Oui, merci, Jeannie. Bonjour, je suis Lisa Paoli. Je suis la directrice du musée Femmes, qui est situé dans le village de Mougins. Vous en êtes la directrice, et donc vous pouvez nous présenter un peu ce musée? Oui, bien sûr. Déjà, je voulais vous remercier beaucoup, Jeannie, pour cette invitation, surtout sur cette journée qui célèbre les 100 ans de M. Pierre Lafitte. Donc, je suis ravie de participer à cette matinée L'Esprit Lafitte. Alors, le musée Femmes, en effet, a ouvert ses portes en juin dernier, le 21 juin. C'est un musée qui est entièrement dédié à des artistes femmes.
Nous démarrons avec l'impressionnisme, on passe aussi à la surréalisme, l'art abstrait, l'art figuratif et pour finir, l'art contemporain. Donc nous faisons vraiment un voyage à travers 150 ans de l'histoire de l'art, mais à travers le prisme des femmes. Donc c'est vraiment un lieu assez inédit en Europe et qui met à l'honneur ces artistes qui ont été un petit peu laissés à l'ombre depuis un petit moment. Lisa, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres musées pour les femmes en Europe? Vous savez pourquoi? Alors, c'est une très bonne question, Janie. Je pense... déjà, nous avons l'habitude de ne voir que des grands noms de l'histoire de l'art dans les grands musées. Si je vous demande à tous et à toutes de me citer quelques artistes, je suis persuadée que j'entendrai Cézanne, Renoir, Raphaël, Picasso, Matisse, etc., etc. Et je pense qu'on n'entendra pas beaucoup de noms d'artistes femmes. Donc, on a été un petit peu aveuglés par les grands projecteurs qu'on a mis, qui ont été braqués sur les artistes hommes et qui a mis dans l'ombre les artistes femmes, en quelque sorte. Qu'elles ne soient pas représentées dans les musées, qu'elles ne soient pas représentées dans les récits de l'histoire de l'art. Étonnant, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Très, très rarement. Et donc, mais nous ne sommes pas le seul, nous sommes le premier musée privé en Europe, mais il y a aussi, dans les années 80, il y a un grand musée à Washington qui a ouvert, donc c'était les premières, the National Museum of Women in the Arts à Washington, et puis à Bonn, en Allemagne, il y a le Frauenmuseum, mais qui traite beaucoup plus la femme dans la société, les actions sociales, et c'est très engagé politiquement. Donc, niveau art pur, beaux-arts, c'est vrai qu'on est le seul en Europe pour commencer. Mais je suis ravie de voir que de plus en plus de nos confrères se mettent dans ce mouvement avec des expositions temporaires sur les artistes femmes. J'ai vu que le musée Sainte-Croix à Poitiers a eu une donation de plus de 300 œuvres d'artistes femmes. Et donc, ils ont consacré une exposition, une musée, la collection des artistes femmes, qu'on peut voir jusqu'en mai. Et puis, petit par petit, on commence à y arriver. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Oui. Alors, revenons, si vous le permettez, Lisa, à la genèse de ce projet. Alors, tout commence en 2011, alors que M. Levett, vous allez nous dire un petit peu, vous avez parlé de ce Christian Levett, qui est un trader londonien, quitte le monde de la finance pour se consacrer à la passion de l'art. Jusque-là, tout est exact. Il ouvre en public sa magnifique collection. D'ailleurs, je crois que vous nous avez montré quelques... Alors, c'était des objets d'art, une collection de... Qu'est-ce qu'elle représentait, cette collection? Oui, en effet, le précédent musée que M. Levett a créé présentait sa collection des antiquités mélangées avec des œuvres modernes et contemporaines qui étaient inspirées par ces mondes classiques. Donc, c'était Christian Levett, en effet, a fait fortune dans les finances. Ce n'est pas un héritier, hein, c'est un self-made man, comme on dit en anglais. Et dès ses 20 ans, il a commencé à collectionner des objets d'art, des objets archéologiques, etc. Et sa collection est de façon un petit peu boulimique, il le dit lui-même, sa façon de collectionner. Et donc, il a mis ensemble une collection tellement grande qu'il n'avait plus de place dans ses maisons pour l'exposer. Et c'est de là où il a décidé de créer son tout premier musée, le musée d'art classique de Mougins. Et ce musée, donc, représentait sa façon de collectionner, sa vision des choses, parce qu'il adorait collectionner, mettre ensemble ces objets antiques avec les œuvres modernes et contemporaines qui étaient clairement inspiré par ces mondes antiques. Et donc, le musée a reflété sa vision et c'était quelque chose de très intéressant. Ouais. Et en fait, le public a suivi. Le public a trouvé ça pendant 12 ans assez formidable. Ah oui, on a eu vraiment 12 ans où les visiteurs n'ont cessé d'accroître et c'était un sujet qui intéressait tout le monde. C'était quelque chose... le plus grand compliment qu'on pouvait avoir, c'est les gens qui rentraient qui disaient « Normalement, j'aime pas les musées, mais j'ai adoré celui-là. » On couvrait 4000 ans d'histoire d'art et donc il y avait quelque chose pour tout le monde. Et puis, ces juxtapositions qu'il y a eu qui étaient parfois insolites,
un vase de Keith Haring à côté d'une amphore grecque, ou une œuvre de Picasso derrière une sculpture romaine, un casque antique à côté d'une photo de Man Ray. C'était des choses qui vraiment poussaient les visiteurs à réfléchir autrement et surtout de voir les œuvres d'art et les objets archéologiques différemment. Il y avait un vrai dialogue entre les deux mondes. Alors là, on est tout à fait à cheval entre le monde économique et artistique. Il a tout compris, ce monsieur Levette. Alors en 2023, on change tout. Christian Levette décide de transformer le MACM en femmes, un musée femmes. Alors, connaissez-vous la raison profonde de cette décision? Pourquoi tout d'un coup on change tout? Alors, ça faisait peut-être près de 7 ans qu'il s'intéressait énormément à des œuvres créées par des artistes femmes. Il a commencé à collectionner vraiment à nouveau de façon bulimique ces œuvres. Il a accroché sa maison en Florence entièrement avec les artistes femmes. Il l'a fait visiter à des visites à des groupes privés, des conservateurs du musée, les étudiants, etc. Il a publié un livre dédié aux artistes femmes du mouvement d'expressionnisme abstrait, un mouvement qui est très connu pour les artistes hommes, tels de William de Kooning, Rothko, etc., mais peu pour les femmes. Donc, il leur a publié ce livre, Abstract Expressionists, The Women. Et du coup, il a constaté, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les musées, dans les foires d'art, etc., et qui s'intéresse énormément. Et il a constaté encore et encore et encore le déséquilibre qu'il y a entre la quantité d'œuvres d'artistes hommes contre les artistes femmes. Et c'était une inégalité qui lui a frappé et qu'il trouvait très injuste. Comment avez-vous réagi, vous? Parce que ça changeait votre quotidien, ça changeait les équipes, ça changeait tout le monde, non? Ah oui, c'était en effet, c'était une journée qui nous a tous sidérés, mais franchement, moi, dès le premier jour, j'étais emballée par cette idée, par ce changement. On dit en anglais que a change is as good as a rest, et c'était vraiment, c'était une nouvelle vision qu'il avait, et donc comme le musée est à lui, comme il a une collection fantastique, ben, il a pu donner une plateforme à ces artistes femmes, et pour nous en effet ça a été un énorme changement. Bien sûr, il y avait un travail gigantesque sur le plan pratique. Vider un musée et de recréer un autre, ce n'est pas anodin, mais il y a aussi le travail de recherche, d'apprendre toutes les collections, parce que toutes ces femmes sont nouvelles pour nous aussi, à connaître leurs noms, à connaître leurs œuvres. Il y a tout un travail de recherche qui est vraiment très, très enrichissant. Donc, c'est une aventure magnifique, mais très prenante. Alors, une aventure qui a bien démarré, c'est en juin 2024. Et le public a répondu présent pratiquement dès le début. Et comment expliquez-vous que le public ait accepté cette démarche et non seulement ait approuvé? Oui, bah, en effet, on a eu dès l'ouverture, on a eu un très très grand intérêt du grand public, de la presse internationale, que ce soit écrit, télévision, radio, etc., vraiment partout dans le monde. Et en effet, les visiteurs, on a des retours fabuleux de nos visiteurs. Comment l'expliquer? Peut-être il y avait un manque justement dans le marché, ce qu'on disait tout à l'heure, que les musées, de façon générale, ne montrent pas autant d'artistes femmes, ou elles montrent des expositions temporaires. Mais là, c'est vraiment une plateforme permanente. Donc, il y a cette égalité qui est demandée de plus en plus dans des domaines partout. Ça se répand un peu partout. Et les voix des femmes s'entendent de plus en plus. L'égalité entre les hommes et les femmes? Tout à fait. Ah oui, vous croyez que ça... Oui, je pense que... C'est dans l'air du temps? Ah, d'accord. Je vous sonne un petit... a little bit joking. Mais en effet, oui. Mais donc, grâce à toutes ces démarches pour avoir une parité... Il serait temps que ça bouge, quoi. Voilà, c'est temps que ça bouge. Et les voix des femmes sont de plus en plus fortes, et dans l'art visuel également. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui aussi intéresse les gens, qui interpelle les gens en tout cas. Et cette curiosité aussi, cette soif d'apprendre, ce désir d'enrichir ses connaissances,
reconnaissance à découvrir ces femmes, à découvrir les œuvres fabuleuses de ces femmes. C'est des femmes talentueuses, audacieuses et vraiment Alors justement, pionnières. Lisa, revenons au parcours. Enfin, il y a vraiment un parcours chronologique de cette exposition. On avance Berthe Morisot. On commence par Berthe Morisot ou par... c'est le premier tableau. Vous vouliez souligner quelque chose en mettant Berthe Morisot au départ? Peut-être son combat à elle, son manque de reconnaissance à son époque. Ça veut dire quoi? Alors, donc, on a démarré avec la première galerie est dédiée à l'art impressionnisme parce qu'on a reculé. Il y a bien évidemment, il y a d'artistes plus loin avant ça, mais nous, on voulait, Christian Levette voulait avoir une collection cohérente, donc on a démarré par l'impressionnisme. Et Berthe Morisot, il faut parler d'elle quand on parle de l'impressionnisme, puisque c'est une des membres fondatrices de ce mouvement à côté de ses homologues masculins. Et puis, quel talent! Quel talent! Quel talent! Et elle est exposée à côté de deux autres figures emblématiques de ce mouvement, Eva González et Marie Cassatt. Et Berthe Morisot, avec ces deux femmes, ont participé à presque tous les salons du 19e siècle, exposés à côté des hommes. Et votre question m'avait interpellée et je trouve qu'elle était très, très pertinente. Et en effet, Berthe Morisot avec Marie Cassatt et on la voit ici, Berthe Morisot, Marie Cassatt et Eva González, elles ont contourné des obstacles à leur époque, puisqu'elles n'avaient pas le droit d'accéder aux cours des beaux-arts, mais ça ne les a pas du tout empêchées de vivre leur passion, d'apprendre l'art, de s'exprimer, de s'exposer à côté des hommes. Elles ont trouvé des moyens de contourner des obstacles et d'exister et de vraiment de vivre leur passion pleinement. Et donc, quelque part, en effet, c'est un bon début pour la suite du parcours des artistes femmes dans le musée. D'accord. Alors, Christian Levette a ouvert son Palladio florentin en 2018, exclusivement décoré par des œuvres féminines et ouvert à la visite d'étudiants. Alors, sa promotion aux artistes féminines est très reconnue. Cela veut-il dire que d'autres projets à venir dans la reconnaissance du talent artistique féminin, vous nous en parliez tout à l'heure, vous sentez vraiment que là, ça bouge à ce niveau-là et qu'il va y avoir... Peut-être dans la région aussi, il y a des projets? Bon, déjà, le projet Femmes, c'est énorme pour lui. Oui, j'ai touché tout à l'heure un mot sur le fait qu'il a publié un livre. Il est en train de publier un deuxième livre justement sur sa collection plus répandue des artistes femmes. Il soutient et il encourage les artistes émergentes en visitant les résidences d'artistes, en visitant leurs studios, en investissant dans leur art, en leur donnant un plateforme. Donc, il est très à côté de ces artistes-là. Il est mécène pour beaucoup de projets qui met justement en lumière les artistes femmes d'une manière ou une autre. Et c'est quelque chose il fait beaucoup d'interventions où il parle avec passion et on sent que c'est vraiment, ça sort de son cœur. Et donc, c'est pas fini on n'a pas fini, je pense. Lisa Paoli, vous organisez aussi des expositions éphémères, vous organisez aussi des choses au Musée Femmes. Oui, alors il y a nous sommes en train de collaborer avec les American Federation of the Arts aux États-Unis pour une grande exposition itinérante qui va faire le tour de 5 musées aux États-Unis à partir de août cette année et pendant 2 ans. Nous faisons des conférences mensuelles, leurs femmes, où justement le grand public peut venir écouter et apprendre de plus en plus sur la vie de ces artistes. Et nous sommes en train de travailler sur le projet d'une exposition temporaire hors les murs. Ça sera dans le Centre d'art de Mougins et donc ce sera pour cet automne et c'est quelque chose que nous souhaiterons faire tous les ans. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe vraiment un art féminin? S'il existe, comment s'exprime-t-il? Et pourquoi il a été nié pendant toutes ces années? Alors, c'est encore une excellente question, Janie. Merci. J'ai bien fait de venir, alors.
Est-ce qu'il y a un art féminin? Je pense que dans les œuvres ultra contemporaines qu'on peut voir dans le musée et ailleurs, on sent un sujet féminin qui est représenté par ces jeunes artistes. Mais dans l'ensemble, pour moi en tout cas, l'art c'est universel et l'excellence n'a vraiment pas de genre. D'accord. Oui, écoutez, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner les horaires? Comment on fait? Où est-ce qu'on se gare? Quand est-ce que c'est ouvert? Vous pouvez nous donner toutes les infos pratiques. Je suppose que vous allez tous y aller, n'est-ce pas? Ben oui. Oui, tout à fait, parce que Allez-y, je Lisa. veux vous voir tous dans le musée. Hein. Messieurs, le musée n'est pas du tout exclusif aux femmes. Hein. Vous êtes vraiment le bienvenu. Quoique. Il ne faut pas exagérer. Non, absolument pas. Que les femmes au mur, mais tout le monde est bienvenu dans les salles. Alors, le musée est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 18h en ce moment. L'été, on ouvre de 10h à 20h. Comme ça, vous pouvez venir après votre journée à la plage. Il y a le parking gratuit au village du Mougin, donc ça c'est très facile d'accès. Vous pouvez réserver vos billets en ligne sur notre site femme, donc fa2m.com. Et que dire de plus? Je pense que c'est un endroit vraiment incontournable pour les amateurs d'art et même les gens qui ne connaissent rien mais qui veulent juste être émus parce que c'est un endroit qui est émouvant. Quand on littéralement, Janie, quand on est dans les salles, quand on est devant les œuvres, il y a, Antoine a parlé de transcender. On est vraiment emporté par les œuvres et ces émotions touchent franchement nous tous. Je suis d'accord. Et c'est un acte très généreux et ça, je suis 100% d'accord. Et nous, on est ravis de pouvoir œuvrer pour lui, pour son envie, sa passion, sa mission, parce qu'elle est tellement importante et on est vraiment ravis d'être à la genèse d'un tel projet et d'être dans quelque chose qui, on espère, va au fur et à mesure changer un peu le cours de l'histoire de l'art. Lisa Paoli, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez poser quelques questions? Vous acceptez de répondre à quelques questions, Lisa? Bien sûr. Bonjour. Est-ce que vous organisez des visites pour le public scolaire? Oui, bonjour, merci pour votre question. Oui, nous organisons des visites pour les publics scolaires. En revanche, contrairement à l'ancien musée qui était vraiment accessible pour tout âge, ce musée est pour les visites scolaires. Nous accueillons les classes à partir de 12-13 ans. C'est un musée, vous avez vu peut-être sur les images, qui est très étroit. On a une proximité avec les œuvres qui est... c'est un vrai privilège, mais qui est aussi un peu un risque pour les œuvres. Et puis, il y a quelques sujets, il y a des tableaux, des nus, etc. Voilà. On a décidé, donc, pour les classes, on part à partir de 12-13 ans jusqu'aux universitaires. Et les classes qui sont venues sont reparties enchantées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour votre intervention. Et je connais bien ce musée et vous-même pour l'avoir visité plusieurs fois. C'est vraiment merveilleux ce que vous avez fait. C'est un travail. Il faut des gens comme ça, justement. Mais j'ai une petite question. Qu'est-ce que sont devenues les œuvres du musée? Merci beaucoup, en tout cas, pour vos gentilles paroles. Et en effet, c'est la question qui brûle les lèvres à tout le monde. La collection de l'ancien musée. Alors, juste pour mettre un peu en contexte, Monsieur Levet a créé cet ancien musée en 2011 parce qu'il ne voulait pas voir sa collection dans le noir, dans les lieux de stockage, vus par personne, même pas par lui. Et donc, il a voulu vraiment partager sa collection et les mettre en lumière de jour. Quand il a fermé le musée, il voulait
surtout pas qu'ils retournent dans les lieux de stockage dans le noir, à nouveau pas vus. Surtout que ça a été vraiment quelque chose qui a été curated à travers les années à un point parfait. Donc, il y a une grande partie des œuvres qui est partie chez Christie's. Christie's en fait un ensemble de 5 ventes à travers une année complète, aussi bien à New York qu'à Londres. Et donc, il y a eu la vente d'une grande partie de la collection. L'autre partie est retournée en réserve. Quelques objets sont partis dans ces maisons, ici à Mougins, à Florence et à Londres. Quelques objets sont retournés dans les réserves et pour être protégés, parce que c'est des objets antiques, il faut veiller sur leur conservation. Mais ça continue à vivre parce que nous faisons des prêts. Nous avons un programme de prêts très important. Donc, FAM a repris le relais sur le programme de prêts, mais nous restons aussi nous faisons encore des prêts des objets archéologiques. Donc, il y a une exposition au musée Speyer plus tard cette année en Allemagne, où nous prêtons, je crois que c'est 15 ou 17 pièces archéologiques. À Draguignan, il va y avoir une exposition sur les dragons et animaux fantastiques, organisée par la conservatrice du Louvre-Lens. Et là, il y aura, je crois que c'est 6 ou 7 objets qui sont à exposer aussi. Donc, la collection continue à vivre dans l'ombre. Oui, bonjour. Moi, je voulais d'abord vous féliciter pour le musée et puis aussi pour le dépliant que vous fournissez à la sortie, parce que ça permet d'avoir la vie des artistes qui sont exposés, de prolonger la découverte, le musée, parce qu'on oublie, forcément, on ne connaît pas tous les artistes qui sont exposés. Juste pour vous dire, je suis étonnée d'apprendre que ce n'est pas une femme qui est à l'origine des musées, voilà, un peu féministe de base. Je pensais que c'était une idée de femme au départ. Et je voulais savoir si le musée était réservé aux œuvres, donc aux acquisitions de Christian Levett, ou si vous acceptiez d'autres œuvres, parce que moi je connais au moins 2 femmes de renommée internationale qui seraient ravies de pouvoir exposer, donc je pourrais vous donner le numéro de téléphone, mais peut-être que le concept c'est que ça ne soit que la collection de Christian Levett. Okay, merci beaucoup pour vos compliments et d'avoir mentionné le petit livret qui est en fait le voix des artistes. Donc, chaque personne qui rentre dans le musée est donnée cette livret, ou vous pouvez télécharger l'application Bloomberg Connect et avoir un audio guide. Et justement, ça met en avant la voix de ces artistes. On entend les citations d'elles, les artistes contemporaines qui parlent de leurs œuvres, etc. Donc, c'est un vrai accompagnement dans cette découverte du musée. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait penser à parler de ça. En effet, côté homme derrière la collection, moi, je suis maman de 2 garçons et c'est 2 garçons féministes. Donc, Christian Levett, c'est un féministe. Et puis, troisièmement, ce n'est que des œuvres de la collection de Christian Levett. En revanche, il regarde chaque proposition parce que vous pouvez bien imaginer que depuis l'ouverture du musée, nous sommes inondés avec les propositions d'artistes et nous découvrons quotidiennement des nouvelles artistes. Donc, il n'y a aucun souci de m'envoyer sur mon email à moi toutes propositions que je transmets systématiquement et il répond systématiquement. Merci Lisa. Alors, encore une question, parce qu'après Marie va... Une avant-dernière. J'aurais voulu vous demander, pour l'accessibilité, vu l'emplacement et la ville où c'est situé, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, vous êtes le bienvenu, monsieur. Vous pouvez être déposé. Donc, les personnes à mobilité réduite sont complètement à l'aise au musée. Vous pouvez être déposé devant le musée en véhicule. Après le véhicule, il faut qu'il aille se garer. Dans le musée même, il y a un ascenseur. Il y a même une chaise roulante sur place pour les gens qui en ont besoin. Donc, vous pouvez accéder dans toutes les salles. L'entrée, il y a une pente. Vous êtes chez vous et vous êtes le bienvenu. Une petite question qui n'est évidemment pas un piège. Je voulais savoir si vous aviez un tableau de Marie Bashkirtseff, parce qu'elle a vécu à Nice, etc., et que j'ai vu en allant au musée des Beaux-Arts son autoportrait au niveau de l'entrée.
Alors, malheureusement, non, mais je dis toujours pas encore, parce que la collection continue à s'accroître quotidiennement. En effet, nous étions au musée des Beaux-Arts de Nice et nous avons vu ces magnifiques tableaux. Le musée des Beaux-Arts de Nice, qui a une très belle collection d'artistes femmes d'ailleurs, hein, qu'ils ont sorti au moment de leur exposition sur Berthe Morisot. Mais non, donc la question est not yet. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer maintenant. Merci beaucoup. Merci, Janie. Donc, deuxième partie de la matinée, on accueille Marie Didier. Alors, comme ça, je vais dire vraiment en 3 mots, puis je pense qu'elle complétera. Elle est mieux placée que moi pour parler d'elle-même. Donc, si je me souviens bien, vous êtes savoyarde, mais vous avez étudié et travaillé à Lausanne en ce moment. Alors, c'est un animal un petit peu à plusieurs facettes, Marie. Elle est quand même d'abord docteur en physique et en optique, donc une tête bien faite sur le plan scientifique. Elle a également eu un parcours en histoire de l'art aux États-Unis, du côté de Washington, si j'ai bien compris. Donc, une deuxième corde à son arc. Et troisièmement, pour des raisons que j'ignore, mais qu'elle expliquera peut-être, elle est cofondatrice d'une association à Beyrouth qui, suite à la dramatique explosion dans le port, donc cette association a pour but de valoriser, de restaurer le patrimoine culturel de cette région. Donc, vous voyez, elle est à un carrefour assez étonnant entre la science, l'art, même la géographie, la culture. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'avais prévu quelque chose un peu plus, on va dire, classique, hein, avec des slides, des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Donc, je voulais juste vous faire, comme on est ici, alors on parle d'art, on parle de science. Donc, finalement, là, je voulais vous faire un peu cette frise chronologique, parce que finalement, on parle beaucoup maintenant de art-tech, mais à l'époque, on parlait aussi d'archéométrie. Et l'archéométrie, donc ça a commencé vraiment au début, on parlait donc tout ce qui était méthode traditionnelle de fouille, d'excavation, donc c'était en 1800. Donc là, c'était vraiment les premiers scientifiques avec leur petite pelle, aller chercher des choses dans les fouilles archéologiques. Mais on voit que, fur et à mesure, au fil des temps, il y a eu une évolution des technologies, donc une évolution aussi au niveau scientifique, au niveau aussi dans les universités. Et de plus en plus, on a intégré les sciences physiques, on parlait aussi de chimie tout à l'heure, les sciences physiques et chimiques dans l'archéologie. Et là, c'est aussi la modernité de maintenant. Écoutez, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Bon. Oh, bah si, voilà. Et puis, voilà. Donc, après, vous connaissez tous la datation au carbone 14, donc tout ce genre de choses sur les restes organiques, les choses comme ça. Puis, en fait, plus en plus, on arrivait, parce qu'à chaque fois, c'était des prélèvements, des choses destructives. Et de plus en plus, on voulait étudier, avec la lumière, des choses qui étaient extrêmement fragiles, donc on ne voulait pas faire des prélèvements. Et donc, c'est pour ça, plus en plus, on a étudié ce qu'on appelle la fluorescence, la thermoluminescence. C'est des choses qui font appel à la lumière. Donc, on envoie des faisceaux lumineux dans des matières. Ces matières rayonnent, et par ce rayonnement, donc par cette lumière réémise, on peut analyser la matière. Et c'est pour ça que de plus en plus, on arrive à tout ce qui est analyse optique. Et là, c'était un violon, un Stradivarius que j'ai étudié. On a étudié les vernis des Stradivarius avec la lumière, justement, avec des rayons UV, infrarouges. Et également, maintenant, donc, vous êtes tous très familiers avec l'intelligence artificielle. Donc là, je voulais parler de ça parce que de plus en plus, donc dans ce milieu maintenant, on parle de art-tech et plus de archéométrie. Eh bien, on voit de plus en plus plein de startups, des compagnies, des petites entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais on s'est aperçu que maintenant, l'intelligence artificielle seule ne suffisait pas.
parce que l'intelligence artificielle, certes, mais il faut quand même une base physique, une base qui est liée à l'objet physique. Et donc c'est pour ça que, par exemple, cette Vénus, en 2013, par exemple, elle a été vendue au prince du Liechtenstein comme un prétendu cranach. Alors évidemment, c'était un faux. Donc voilà. Donc là, des méthodes avec l'intelligence artificielle, on dit oui, on peut faire une étude comparative avec tout ce qui se fait dans le marché et dans l'histoire de l'art. Et on a dit avec les experts que oui, c'était un vrai cranach. Manque de bol, non, c'en était pas un. Mais il y avait des matériaux qui étaient différents. Et si vous allez aussi là, donc voilà, c'est pour ça, quand on parle d'art et de science, et d'art tech et d'intelligence artificielle, il faut faire attention à 3 choses. Les modèles qu'on utilise, les données qu'on enregistre, et également les algorithmes qu'on crée. C'est pour ça que aussi l'art, enfin, je vais dire l'art de lier l'art et la science, mais oui, le lien entre l'art et la science et la communication, justement, comme on parlait de Pierre Lafitte, et ça, c'est hyper important d'avoir un écosystème qui communique ensemble pour créer des choses qui sont utiles aux disciplines demandées. Donc là, je vais vous parler des analyses des matériaux par la lumière avec l'intégration de l'intelligence artificielle et des techniques multispectrales. Alors là, il y a beaucoup de mots. On va voir. Qu'est-ce que c'est que le multispectral déjà ? Je pense que vous devinez un peu avec les mots. Le multispectral, c'est l'art d'envoyer plein de faisceaux lumineux sur un objet. Et donc là, par exemple, c'est le multispectral très traditionnel où on a une caméra qui récolte la lumière réfléchie par ce tableau et on envoie des grosses lampes halogènes sur ce tableau. Et là, donc, la lumière est réfléchie et elle est enregistrée par la caméra. Seulement, donc voilà, c'est le traditionnel. Mais on parlait, juste avant, je vous parlais des méthodes non destructives également. Et là, malheureusement, ces méthodes traditionnelles sont quand même un petit peu invasives parce que vous imaginez bien qu'une lampe halogène qui qui est allumée sur un tableau ancien pendant des heures, ça chauffe la toile. Et je me souviens à la National Gallery à Washington, quand on faisait ça, on avait un peu peur, quoi, sur les voilà. Justement, on regardait des Marie Cassatt. J'ai beaucoup étudié Marie Cassatt à la National Gallery avec ça. Donc finalement, moi, avec ma compagnie, j'ai créé une nouvelle technologie et c'est quelque chose de différent. Donc là, pareil, le lien entre qu'est-ce qui a fait. On parlait de la transfert de technologie tout à l'heure, parce que j'ai fait une transfert de technologie qui se faisait dans tout ce qui était l'art de l'imagerie, dans la biologie, dans l'agriculture, dans la médecine, et je l'ai transféré pour l'étude des pigments. Et là, on utilise des LED, donc vous connaissez tous les LED, voilà. Et ça, c'est un pouvoir qui n'émet pas de chaleur. Donc finalement, c'est moins invasif, c'est plus précis et c'est portable. Donc je peux vous montrer vite fait. Donc finalement, la caméra, elle est comme ça, vous voyez. Puis comment ça marche? Alors finalement, c'est plus simple. Au lieu d'avoir un truc hyper grand, voilà, on fait juste un clic et plein de fins. Et ça s'appelle du multispectral. Donc si vous passez, voilà, donc et avec ça, on peut regarder les œuvres d'art. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, là, c'est sur un Hodler, en Suisse, hein, évidemment. Voilà. Et si on passe à l'autre slide, voilà. Alors qu'est-ce que la lumière révèle? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on fait entre l'UV et l'infrarouge. Nous, on est visible avec on peut voir des choses visibles avec notre œil seulement dans le visible, donc ici. L'UV nous apporte des informations sur les couches superficielles, sur l'état de surface, sur les retouches qui ont été faites sur une œuvre d'art. Après, le visible, ce sont les compositions picturales qu'on voit. Et ensuite, le proche infrarouge et l'infrarouge lointain nous donnent des informations sur les anciennes retouches, les anciennes compositions. Et c'est comme ça, après, l'infrarouge lointain, voilà les dessins préparatoires. C'est pour ça que quand on était à la National Gallery of Art à Washington et qu'on regardait une étoile de Marie Cassatt, c'était The Girl in the Blue Armchair. Et là, on voyait quelque chose en infrarouge, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et derrière, on a découvert des petits chiens, des trucs, des choses qui étaient en fait finalement effacées, quoi. Voilà. Donc on peut voir 3 choses. Et avec cette caméra, on peut voir 3 choses. Les dessins sous-jacents, les observations multispectrales, évidemment,
et l'identification des pigments. Alors, pour les dessins sous-jacents, on va aller un peu vite. Je suis désolée, il y a un petit peu des maths, mais je vais passer. C'est juste pour montrer qu'il y a vraiment un lien entre... il faut vraiment prendre le modèle et l'application ensemble. Donc là, pour vous montrer, qu'est-ce qu'on peut voir avec les modèles physiques? C'est très important quand on est dans une démarche scientifique et d'innovation de faire quelque chose qu'on appelle le ground truth pour vérifier son modèle et ensuite l'appliquer dans la réalité où les choses sont bien plus complexes, et vous verrez après. Donc là, finalement, on fait quelque chose. Alors, on a pris en place, c'est pas la vraie Joconde, hein, mais on la modélise et on dit, en fait, une peinture, elle est faite de deux choses. La couche picturale, comme vous avez vu en visible, et puis tout ce qu'il y a en dessous, les dessins sous-jacents. Donc, on va modéliser ça pour essayer de mettre en valeur tous ces dessins sous-jacents basés sur une technologie hyper simple et des modèles physiques liés à l'absorption de la lumière et la réflexion de la lumière par la matière. Donc finalement, c'est pour ça qu'on a deux paramètres. Et puis si on vient après, voilà. Là, c'est intéressant parce que vous voyez, par exemple, dans des régions sombres, sur des peintures sombres, et quand il y a des choses dessous, on ne voit rien. Et on voit rien. Vous pouvez faire une image, une photo, même à l'œil nu, on ne voit rien. Sauf qu'avec nos modèles, on arrive à mettre en valeur, en fait. C'est comme on force le contraste, on va dire, dans deux endroits. Mais par contre, si on force le contraste trop dans les zones sombres, on va voir quelque chose, mais dans les zones brillantes, on ne va plus rien voir. Donc, le but est de créer une sorte de classification, segmentation de l'œuvre d'art, des parties sombres et des parties claires, pour traiter l'image, non comme une grande image, mais comme petite partie, comme ça, chacune en fonction de le contraste et la luminosité de l'image. Donc finalement, ça nous permet d'aller, voilà, justement, là, le résultat, voilà. Vous voyez qu'ici, finalement, on arrive à avoir un bon contraste dans les zones sombres, un bon contraste dans les zones claires, et de mettre en valeur, finalement, cette couche qui est sous-jacente. Donc ça, c'était le modèle. Et maintenant, on va voir ce que ça donne dans la réalité. Voilà. On a créé donc, ces masques. Donc ça, c'est un détail d'une peinture à l'huile du 18e siècle. Pardon. Et là, c'est l'infrarouge normal qui se fait parfois dans des laboratoires. Vous voyez, c'est un petit peu flou, on ne voit pas grand-chose. Et nous, avec nos modèles, on arrive à mettre en place des contrastes un peu plus importants et surtout de mettre en valeur des choses qui sont non visibles à l'œil nu. Alors après, si on voit juste après dans la slide d'après, ça nous permet de mettre en valeur des anciennes compositions. Vous voyez la tête du personnage principal ici, elle est bien différente à gauche. Et des restaurations, donc là il n'y avait plus rien, là il y avait la tête de l'autre personnage, et des dessins sous-jacents qui ne correspondent à rien dans le visible. Et ça, ce sont toutes des informations qui permettent de mettre en valeur des choses importantes pour la valorisation, pour l'histoire de l'art, et aussi pour la compréhension de la construction de la peinture. Alors ça peut être utilisé par des restaurateurs, des experts. Là, pour le cas, c'était un acheteur qui voulait l'acheter dans une maison d'enchères. Il m'a dit, mais nous, il avait un rapport technique avec une vieille photo de cette œuvre d'art qui ne correspondait pas à l'œuvre d'art qu'il avait sous les yeux. Et la maison d'enchères était là, mais si, je vous assure, c'est la même. Il fait, bah non, ça ressemble pas. Et donc, on a fait nos images et on a vu qu'en fait, la composition qu'il avait, lui, dans sa vieille photo, c'était ce qui était en dessous de la restauration moderne. Donc, c'est pour ça. Et après, il l'a pu acheter. On n'a pas pris de commission, malheureusement. Mais... voilà. Donc, ça, c'est aussi un autre modèle où on voit bien les dessins, les traits sous-jacents qui permettent aussi, là, pour le coup, c'était pour mettre en évidence là où l'artiste avait lui-même fait ses dessins sous-jacents et là où l'école de l'artiste avait fait les dessins. Et voilà, donc ça donne une histoire aussi sur la valorisation de l'œuvre. Alors ça, c'est un Raphaël qu'on a imagé aussi au musée de São Paulo. Et là, en dessous, ils étaient là, mais on pense qu'il y a des figurines et des sentiments qui sont un peu différents. Donc si on voit après, on a mis en place nos algorithmes et là, on voit en fait, il y a tout un ceinturon avec, enfin, on voit des traces ici et une autre main en haut. Et en fait, c'était une position qui était complètement différente. Et après, Raphaël a repassé dessus. Il a dit non, je veux un autre dessin.
Alors, maintenant, je vous ai parlé des multispectrales avec l'infrarouge, mais là, vous avez vu tout à l'heure avec la caméra, il y avait beaucoup de couleurs. Donc, en fait, c'est du multispectral. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc là, alors encore des graphes, hein, mais c'est simple. C'est en fait le multispectral. On parle de spectre de réflectance. C'est comme nous. Chacun de nous a un ADN. Eh bien, la matière, le pigment organique, tout ça, ils ont une signature spectrale qui est un peu l'ADN de la couleur, de sa formation, de sa composition. Et ça ressemble à ça, en fait. Vous voyez, chaque petit pigment, eh bien, ça fait ce genre de choses. Donc, ça réfléchit la lumière, et c'est grâce à ça qu'en fait, quand on a du multispectral, eh bien, on peut avoir plusieurs... je crois que c'est une vidéo. Ouais, allez-y. Ouais, voilà. Donc, on arrive à voir... Ah, bon. Si, c'est une vidéo? Non? Bon, bah, c'est pas grave. On arrive à voir plusieurs choses qui permettent de... je crois... Attends, peut-être. Ah oui. Ah, voilà. Juste pour vous montrer, donc ça, c'est aussi tout ce qui était l'interface utilisateur qu'on a développé aussi avec ma startup, parce qu'il faut non seulement avoir un outil pour prendre des photos, mais pour les visualiser. Et là, si vous regardez, avec toutes ces lumières, ces flashs qu'on a vus tout à l'heure, ça fait des photos dans différentes choses. Et là, finalement, ça met en valeur différentes structures et choses dans l'œuvre d'art. Et on voit aussi que en infrarouge, on voit bien ce fait d'avoir des restaurations un peu vieilles. Voilà. Donc ça, ce sont des informations extrêmement importantes pour les experts d'art. Voilà. Bon, c'était juste pour voir voilà, on peut comparer entre, par exemple, là, c'est l'UV, l'ultraviolet et puis le visible. Et puis, si on met, par exemple, voilà, on peut faire aussi des sliders, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi des outils interactifs. En fait, on développe également avec notre startup des outils interactifs qui permettent de mettre en valeur des choses non visibles à l'œil nu. Et aussi, on a un outil pour les musées, justement, pour mettre en place des choses et pour rendre finalement cette appréhension de l'art d'un point de vue scientifique, mais accessible aussi à un public différent. Vous voyez, par exemple, ici en infrarouge, on ne voit plus le tableau, on ne voit plus le drapeau. Voilà, parce que finalement, ce sont des pigments qui ont été un peu modifiés au cours du temps. Là aussi, il y a eu beaucoup de changements au niveau de restauration de la main de l'ange. Voilà, donc c'était une peinture qui a beaucoup souffert, celle-ci, parce qu'elle a eu beaucoup de restauration. On peut passer par la suite, et encore, voilà. Alors, on fait aussi de la différenciation des couleurs, donc utilisées, et puis après, on peut passer à l'identification des pigments. Voilà. Donc là, c'est là que je vous parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Et alors, on fait la classification des pigments. Donc, je vais parler aussi, on a besoin de données. On a besoin de données venant d'acquisition de peinture et des échantillons. Donc, on travaille beaucoup avec les restaurateurs, les gens qui créent les échantillons. On va justement faire des photos un peu partout, dans des musées, dans des ateliers de restauration. Et puis, on fait le modèle. Donc, vous avez vu un petit peu un modèle tout à l'heure. Et après, on crée d'autres modèles d'absorption et de scattering, diffusion de la peinture, de la lumière. Et une chose très, très, très importante, c'est la confiance des modèles mathématiques. Donc, on peut beaucoup faire de choses avec les modèles mathématiques, avec la technologie, mais notre but pour nous est de laisser l'humain au centre de la décision et au centre de l'interprétation des résultats. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on crée une carte de confiance. Donc, en bleu, 0% de confiance, ça veut dire que le modèle ne marche pas très bien pour différentes raisons. Et 100%, là, on est très, très sûr. Et si on regarde, donc, comme je vous ai dit, avec toutes nos images, on peut faire plein de points chaque point ici correspond à une image, donc on en a 16, et ça permet de créer des spectres de ADN des pigments. Et avec ça, on peut, voilà, finalement, si on passe à l'autre, voilà. Et là, voilà, on peut classifier les pigments. Donc là, on a des échantillons. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la peinture. On fait des photos avec cette caméra, on entraîne nos algorithmes, et puis après, nos algorithmes ils nous donnent un résultat, ce qu'on appelle une classification. À chaque petit carré, on met une légende,
et c'est simple, et on peut lire, ah bah voilà, ça c'est du cobalt, ça c'est du bleu, de zinc white, c'est du lithophone. Et voilà, et donc dans la réalité, comment ça marche? Et bien voilà, ça c'est par exemple l'identification des processus de restauration sur des estampes japonaises du 19e siècle. Là, c'est l'image visible. Les restaurateurs du musée nous ont dit, écoutez, nous, on aimerait restaurer ça, mais on ne sait pas, c'est hyper fragile et tout, et on ne sait pas si, par exemple, là, le rouge, ici, ce sont les mêmes, parce que si ce n'est pas les mêmes, on ne va pas utiliser les mêmes produits. Donc là, on a fait nos analyses, et là, vous voyez bien que là et là, ce n'est pas la même couleur. Donc ça veut dire que ce n'est pas les mêmes matériaux. Voilà. Si on passe aussi l'autre, bon, ça c'est... Voilà. Aussi pareil, donc on fait aussi de la cartographie, donc la même chose, ça c'était une image visible, avec le résultat et la légende de tous les pigments qui sont là. Et là, si on va dans les autres, on peut aussi cartographier. Vous voyez? Donc là, hop, ça met en valeur où est la sienne brûlée, le phthalo. Et puis, voilà. Et là, on parlait tout à l'heure de Raphaël. Donc, on peut faire la même chose avec la terre verte, l'ocre et le noir. Voilà. Et on peut cartographier comme ça ce genre de choses. Bon, ça, on peut passer vite fait. Voilà. Alors, juste un dernier truc scientifique, parce que là, c'est hyper important quand même. Voilà. Donc là, ça marche très bien sur les pigments purs, sur les pigments, voilà, des choses qu'on connaît. Par contre, dans la réalité, il y a toujours des complexifications. Les liants qui ont vieilli, les vernis qui ont vieilli, des choses qui sont arrivées de la toile, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de l'entraînement sur tout ce qui existe. Donc il faut faire un truc qui s'appelle l'augmentation de données. Et l'augmentation de données se fait, on fait en 2 temps, c'est-à-dire on fait une approche expérimentale et théorique. Et là, c'est mes ingénieurs et mon background dans tout ce qui était optique, physique, pour comprendre le comportement de l'optique dans la matière. Et là, ce sont nos partenariats avec les restaurateurs, les historiens de l'art et les artistes. Voilà. Et après, donc là, on a un gros projet donc, en Égypte. Donc on est un des pionniers sur l'identification des pigments de l'ancienne Égypte dans la tombe de Ramsès III de façon non destructive. Donc voilà, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des fouilles archéologiques qui étaient vraiment très traditionnelles. Et bien maintenant, on amène cette caméra-là dans les fouilles et on fait finalement un lien entre ce qui se faisait avant et maintenant. Et alors, pareil, la même approche, maintenant vous devenez assez expert, hein, on fait des échantillons, on entraîne nos algorithmes sur les échantillons. Ensuite, on est allé à Berlin pour faire des choses in situ. Puis ensuite, on est allé à Luxor. Et là, je vais vous montrer les images qu'on a refait. Donc là, c'est l'équipement traditionnel, comme vous avez vu tout à l'heure, et notre équipement à nous, qui tenait dans une petite valise, alors qu'eux, ils avaient une voiture. Donc, voilà. Et là, pareil, les pigments, et puis après, je vais vous montrer juste les images. Voilà, ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est des fresques de la tombe de Ramsès III. Et là, on a pu identifier les pigments sur les tombes et sur des artefacts qui restent. Et encore 2-3 images après. Voilà, on peut les cartographier, on peut vraiment mettre en valeur tout ce qui était le contour des figurines et avec l'UV qui permet aussi également de faire ressortir des choses qui correspondent au background, donc à la couche de dessous, mais aussi à l'état de surface du dessus. Donc voilà, après c'est juste, voilà, on a trouvé de l'Egyptian Blue, de l'Egyptian Drink, voilà, et je pense que on va finir. Ah oui, bah voilà, comment ça marche. Et je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'on va finir comme ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour ma part, je retiendrai peut-être une chose, enfin non, plusieurs choses. Finalement, quand une femme s'empare d'un défi ou d'un problème, elle trouve une solution plus simple, moins invasive, pour révéler les invisibles. Bravo. Merci. Marie, il va sûrement y avoir pas mal de questions. Moi, je voulais vous demander, vous nous en avez un peu parlé, mais pouvez-vous nous nommer toutes les applications possibles à cette découverte? Oui. C'est énorme. Oui, exactement. Donc nous, on s'est focalisé sur le marché de l'art, donc
Premièrement, c'est l'étude, donc après ça peut être pour l'authentification, ce genre de choses. Après, la conservation préventive, parce que là, il n'y a pas de technologie qui permette justement de voir à l'œil nu quand une œuvre d'art ou une collection privée chez vous commence à avoir un peu des dommages. Et on le voit que quand c'est trop tard. Donc là, ça permet de mettre aussi en valeur ce genre de petits changements dans la couleur ou dans des choses chimiques qu'on ne peut pas voir. Et dans tout ce qui est transport et assurance, pour garder la valorisation de l'œuvre d'art. Donc là aussi, des assurances qui sont très intéressées pour faire des constats data et des constats d'état pour les transports. Donc ça, c'est l'art. Mais ensuite, il y a tout ce qui est justement état des identifications des encres, par exemple, dans les billets de banque, dans les actes notariats, donc les documents officiels, ce genre de choses, les manuscrits anciens. Et là, on a été aussi contacté par le FBI pour d'autres choses aussi, mais pareil, pour tout ce qu'on appelle forensique, parce que, alors c'est une histoire assez marrante, parce que j'étais à l'aéroport de São Paulo, et là, quelqu'un me parle, et il fait partie du FBI, voilà, et il me dit, ah, mais nous, on utilise des technologies qui permettent justement de voir où il y a eu des bugs, donc des choses d'espionnage un peu dans les maisons, dans les trucs pour les gouvernements. Et on utilise des technologies avec la lumière et tout. Je me dis, mais attendez, c'est du multispectral. Il fait, oui, 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 vous connaissez. Je fais, oui, oui, assez bien, ouais. Et donc, voilà, ils utilisent ça parce que ça peut mettre en évidence, finalement, là où, par exemple, dans les mosaïques, une mosaïque est plus jeune, une mosaïque est plus vieille. Et eux, ils utilisent ça comme ça. Mais moi, je l'utilise plus pour la restauration. Et justement, c'était ce que je voulais vous demander. Vous faites un métier dangereux. Parce que tous les gens qui truandent les œuvres d'art, ils vont vous en vouloir. Oui, alors c'est vraiment une question hyper importante. C'est pour ça on ne fait pas du diagnostic. On crée l'outil et on le met dans les mains des experts qui sont, eux, attitrés et qui regardent ça. Et on ne dit pas, normalement, qu'on fait de l'authentification des œuvres d'art. Alors, ça vend, certes, mais on parle vraiment de matérialité, d'assessment, d'études. Voilà, j'essaye de... Voilà, des éléments de langage un peu plus discrets. Je voulais aussi que vous nous parliez, Marie, de ce que vous faites pour le Liban. Ah oui. Alors, oui, en effet. Donc, le Liban, pareil, donc, tout ce qui est cultural heritage, donc la conservation, préservation de la cultural heritage, est très important. Et même avec ce projet-là, on a fait beaucoup vous avez vu, des partenariats avec les académies, les universités. Et pour le Liban, c'est pareil. Après l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, j'ai créé une fondation qui s'appelle Restart Beyrouth pour faire de la conservation du patrimoine culturel et la restauration des œuvres d'art au Liban, et avec des échanges académiques pour mettre en valeur le savoir traditionnel libanais et faire des échanges avec les universités suisses, en fait. Donc, on s'est attaqué sur le Palais sur Soc, qui est une icône de temps ottoman, en fait, 1870. Et donc, finalement, à cause de l'explosion du port, il a été complètement détruit. Et on a monté cette fondation pour le transformer en musée privé, donc à faire le business model derrière, et les partenariats avec les étudiants pour mettre en valeur, justement, il y avait quelques fresques et des peintures, avec aussi la structure architecturale. Et on a mis en place ce partenariat avec l'université qui s'appelle SUPSI et l'Office fédéral de la culture, un peu l'équivalent du ministère de la Culture en Suisse, et l'UNESCO. Et on a monté ce projet de cultural diplomacy. Et justement, la lumière, donc la photogrammétrie a été utilisée beaucoup pour regarder les endroits où le palais avait été complètement, la structure un peu décentrée. Et voilà. Et donc, on a utilisé toutes ces technologies pour aider à la restauration. Pourquoi le Liban, Marie? Alors, déjà la nourriture. Déjà. Non, le Liban, c'est un... j'ai vu que il y avait aussi Sarah Rouri à l'entrée, là, avec un livre d'une autrice libanaise. Non, le Liban, je suis tombée amoureuse du Liban dès que j'y suis allée. Et c'est un pays extrêmement riche, alors en culture. Là, d'ailleurs, j'étais à Byblos il y a 2 semaines, donc je rentre du Liban. C'était extraordinaire. On a une culture de fou, depuis les Phéniciens jusqu'à maintenant, des richesses extraordinaires, un carrefour de culture, de tradition. Alors oui, c'est dans un contexte compliqué,
Mais justement, c'est fascinant et on apprend beaucoup. Ça fait beaucoup relativiser parce que j'ai lancé la fondation en même temps que la start-up. Et au Liban, et je veux dire, finalement, ça fait relativiser aussi. Voilà, on apprend beaucoup de là-bas. D'accord. Nous sommes deux à aimer le Liban, sachez-le. Oui. Je voulais vous demander aussi, combien êtes-vous à travailler? Alors maintenant, on est 6. Voilà, on grandit, on a finalisé une levée de fonds l'année dernière, on a 2 ans et on commence petit à petit à prendre nos aises. Quoi, voilà, donc, mais c'est la start-up, hein, c'est l'entrepreneuriat et des hauts débats. Oui, vous allez pouvoir poser des questions à Marie, mais je voulais qu'on l'applaudisse. Elle vient de Lausanne exprès pour nous. Merci Antoine. C'est exceptionnel tout ce que vous nous avez présenté. Alors pour rejoindre peut-être l'hommage au sénateur Laffitte, qui était un de ses chevaux de bataille, c'était justement de lutter contre la fuite des cerveaux. Et tout ce que vous nous présentez nous fait vraiment penser à cette mantra qu'il avait. Donc, avec votre start-up, comment avez-vous justement protégé, déposé toutes ces technologies? J'entends que le FBI tourne autour de vous. Donc, je ne sais pas si vous êtes française ou suisse, j'ignore, mais enfin européenne. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer à ce niveau-là, s'il vous plaît? Oui, alors je suis européenne profondément, ça c'est clair. Bon, je suis française à la base, voilà, c'est ça. Mais grâce justement à cette association et puis aussi quand j'étais venue faire la conférence là en septembre, je découvre la région et j'adore. Enfin voilà, moi je veux bien venir. Hein. Voilà, c'est ça. Non mais du coup, oui, on a beaucoup de frais d'avocat. Hein. Ouais, bah, là, malheureusement, là, c'est comme ça. Donc on a des brevets. On a 2 brevets sur la technologie. On en a encore 2 autres qui vont venir. On a aussi on ne peut pas breveter les softwares et les algorithmes. Donc là, on fait des licences. Donc on sécurise tout ça avec les moyens légaux qui existent. Et au niveau technologique, on va mettre cette année justement tout ce qui est implication de la blockchain dans l'utilisation des images, dans l'encryption des images, dans l'utilisation de la caméra. Donc voilà, il y a 2 choses, le légal et la technologie. Oui, c'est remarquable ce que vous faites, mais j'avais une question par rapport à Aglaé. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est l'accélérateur de particules Grand Louvre d'analyse élémentaire. Donc c'est un peu compliqué, mais ça se passe au niveau du musée du Louvre, qui fait aussi beaucoup de recherches sur les matières, etc. Tout ce dont vous avez parlé. Donc je voulais savoir, au niveau des résultats, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce que peut faire Aglaé? Oui. Alors, très très bonne question en effet. Donc Aglaé fait partie du centre de recherche des musées et de restauration des musées de France, le C2RMF, et ça fait partie aussi de ces laboratoires d'analyse qui, eux, ont des grandes méthodes d'analyse des matériaux avec différentes choses. Donc eux, ils font de l'accélération des particules pour voir des choses à micro-XRF, donc c'est des micro-dosages, donc c'est pour ça que c'est presque pas destructive. Et ça donne des informations sur des compositions plus, pas spectrales, mais de la composition. Donc c'est complémentaire. Donc nous, on se positionne comme un outil de diagnostic immédiat qui justement fait le lien entre rien et les grands laboratoires comme ça. Et comme ça fait le lien et la chaîne de valeur qui peut aller juste dans les gros laboratoires. Voilà, c'est complémentaire. Merci encore pour votre présentation. Je me demandais quel était votre défi principal en ce moment. Votre principal défi. Mon Dieu. Mon conseil d'administration. Voilà. Non, il y a déjà ça. Non, on va dire pour la science. Enfin là, le défi principal, c'est justement la sécurité donc de tout ce qu'on fait. Et comment on le vend aux principaux clients. Parce que, par exemple, là, on parlait tout à l'heure, justement, ça peut être utilisé pour des faussaires. Mais alors, comment on fait pour ne pas rentrer dans cette branche-là? Aussi, comment on fait au niveau technologie et communication, parce que c'est très important, c'est les deux, pour targeter les personnes qui, eux, vont être un peu la crédibilité, la confiance, la visibilité de Matisse,
et qui va voilà, après rayonner par ça. Donc il y a vraiment comme, un peu comme de la cultural diplomatie finalement. Hein. Il faut connaître son environnement, il faut connaître l'écosystème, il faut parler la langue des personnes avec qui on travaille et pas s'imposer, mais aller conjointement dans une pénétration de marché qui nous sera favorable. Donc il y a tout ça. Ouais. Oui. Ouais. Ça veut dire que vous ne faites pas du tout de démarchage, vous êtes plutôt dans le fait de présenter votre technologie, mais de façon plutôt exclusive ou... Alors en fait, on rentre dans la commercialisation en avril cette année. Voilà, donc là on est dans la période d'acquisition client, mais en même temps, je fais toujours des projets pilotes avec les musées et avec les institutions, parce que pour moi, c'est très important aussi de montrer ce qu'il y a comme dans les musées et les valeurs ajoutées en fait. Donc oui, on est en période d'acquisition client. En point de vue technique, ce qui est challenging pour nous, ça va être tout ce qui est rendu de toutes ces informations d'un point de vue extrêmement clair et limpide pour un public non avisé. Donc là, il y a un gros travail. Et je pense qu'aussi, Pierre Lafitte travaillait beaucoup sur ça, sur la vulgarisation scientifique, pour justement comment donner l'information à un public vaste et toujours une information extrêmement précise. Donc là, ça, c'est notre problème. Et technologiquement, ça se traduit sur le software développement. Alors là, c'est compliqué. Ouais. Ça, mais bon. Donc vous avez des commerciaux qui sont plutôt experts ou plutôt généralistes? C'est juste une petite Alors pour l'instant, c'est moi la commerciale. Donc voilà, on n'est que 6. Merci beaucoup. Voilà. Vous ne cherchez pas du travail. Non. On peut parler après. Hein. Vous restez obligé pas. C'est bien ce qui me semblait. Mais justement, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne sait pas. Exactement. Non, c'est très pertinent parce que justement, il y en a qui veulent justement juste histoire de l'art, mais alors il faut aussi avoir une appétence pour la technologie pour montrer. Mais c'est pour ça on parle beaucoup. Et puis j'aime beaucoup faire des communications justement pour montrer ce qu'on fait. Enfin, et là, j'espère que vous avez tous compris. Voilà. Et vous n'êtes pas scientifique, donc ça va. Donc voilà, il y a un gros travail. Il y en a quelques-uns, oui. Marie, dites-moi, est-ce que vous êtes artiste vous-même? Oui, je peins, oui. Ah oui, il me semblait, d'accord. Alors peut-être que ça ira dans le musée. Allez savoir. Non, ça m'étonnerait. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Tout d'abord, merci pour votre présentation et bonne chance à votre compagnie. Et je lui souhaite une longue vie. J'aimerais savoir de quoi est partie votre idée, en fait, à la base. Alors, oui, c'est une bonne question aussi. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée entre l'art et la science. Donc, j'ai fait mes études, même quand j'étais au lycée, je faisais voilà, la sculpture, l'art classique, voilà. En même temps que mon bac S, à l'époque, c'était, voilà. Et je voulais toujours avoir mon doctorat en physique parce que je voulais être astronaute et astrophysicienne. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'optique en fait. C'est grâce à l'astrophysique que j'ai vu l'optique et je me dis mais attendez, mais c'est super, on va faire autre chose avec pas regarder les étoiles mais regarder plutôt des choses qui existent là. Voilà, l'étoile, exactement. Voilà. Et puis finalement et là, je pense que c'est bien pour les parents parfois, parce que ma mère m'a dit, en sortant du lycée, elle fait, mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, j'ai dit, je vais faire ça, je voulais tout faire, voilà. Et puis, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux pas faire en hobby? Je fais, la physique, je peux pas faire en hobby. Elle fait, alors, choisis la physique à l'université, quoi. Donc, j'ai gardé la physique, et puis après, j'ai gardé l'art à côté. Et puis, j'ai gardé, je me disais, justement... depuis tout le temps, dans les universités, je me dis, mais pourquoi on a tant de connaissances dans les universités, mais il n'y a rien dans l'application pour l'industrie? Et c'est pour ça que l'intervenante au début, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis posé la même question. Je me disais, mais pourquoi on ne fait pas le lien entre les industries et tout? Et quand on est dans l'académie, parce que moi j'ai un parcours académique,
Alors, on est déjà tout le temps catégorisé complètement autiste, et voilà, exactement. Alors que, qu'en fait, non. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce lien. Et comme je voulais faire quelque chose entre l'art et la science, ça n'existait pas, je l'ai créé. Voilà. Du coup, moi j'avais une question. Pourquoi le nom Matisse et pourquoi la Suisse? Alors, Matisse, c'est un acronyme. Ça veut dire Monitoring Art with Technology, Innovation and Science. Et je voulais un nom qui, justement, on parlait du marketing, qui résonne avec l'art et avec le milieu. Pas du tech, pas du infrarouge, pas du UV, multispectacle. Voilà, donc c'était pour ça. Donc c'est venu via des discussions avec des amis, quelques verres de champagne, et puis voilà, quoi. C'est arrivé, quoi. Mais, et la Suisse, alors, je voulais faire mon doctorat, donc j'ai commencé mes études en France, et puis après aux États-Unis, un peu partout en France et au Canada. Et je voulais revenir, donc j'étais aux États-Unis, et je voulais revenir faire mon doctorat en France ou n'importe où. Mais la recherche en France n'était pas du tout valorisée, alors qu'en Suisse, oui. Et il y a tout cet écosystème qui était là, avec les liens avec les industries, les liens avec les projets académiques, les liens avec les startups. Et franchement, c'était génial, quoi. Et puis, j'ai choisi la Suisse pour le sujet de mon doctorat. Voilà. Oui, moi j'aurais voulu vous demander par rapport aux maisons traditionnelles comme Christie's. J'espère que vous allez pouvoir aller au plus loin que vous pouvez. Mais sur l'estimation des objets, est-ce que c'est sur tous les supports que vous avez la technologie qui s'applique? Les tableaux, je veux dire, hormis les tableaux, je vais prendre les pattes de verre, je vais prendre les violons. Vous avez montré un violon, tous les supports. Alors, on a créé des modèles maintenant qui s'adressent principalement aux pigments. Donc ça peut être des céramiques avec des polychromes, des statues polychromes, des violons avec des pigments et des toiles ou de la peinture, on va dire, sur des toiles, sur du bois, sur des choses comme ça. On ne fait pas des bronzes, mais on a mis en place quelque chose qui permet de ne pas avoir de reflets. Parce que vous voyez, quand vous prenez une photo sur une céramique, il y a plein de flashs et il y a plein de trucs, on ne voit rien. Nous, on a mis en place quelque chose comme quoi on n'a plus de flash, donc on peut avoir accès directement à la couleur. Et voilà, donc ça aide. Oui, oui, on a fait même avec un collectionneur privé sur les poteries de la dynastie Han. Et quand on prend des photos aussi à travers une vitre, par exemple, aussi, ça marche, parce que dans les musées, parfois, on ne peut pas enlever la vitre, ou dans les collections privées. Et là, ça marche aussi à travers des vitres. Ouais. Sur Christie's? Oui, alors je suis toujours en discussion avec Christie's. Ils ont aussi une institution pour investir dans les startups, et ils sont très intéressés. Et eux sont très intéressés pour avoir un outil qui permet d'accélérer les processus de transaction, et aussi d'authentification, d'expertise, mais également de visibilité. Donc on a créé un outil aussi qui permet de mettre, vous savez, quand vous allez dans le site de Christie's, vous cliquez sur une peinture et puis voilà, vous avez juste la peinture. Là, eux, ils peuvent cliquer sur la peinture et ils ont un peu le slider où on voit des choses à travers et ce genre de choses. Donc là, ça amène plein d'informations pour des potentiels acheteurs en ligne, et ça, c'est intéressant pour eux. Eh bien, ça dépendra de l'offre. Non, moi franchement, on verra. J'ai plein de projets, mais si jamais voilà, on se fait racheter dans 2-3 ans, ça serait pas mal aussi. Mais continuer dans d'autres projets, quoi. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? L'heure tourne. Voilà. Bon. En tout cas, on avait. Merci. On avait intitulé cette matinée l'art de surprendre. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les mails. Alors, j'espère qu'on a parlé d'art, j'espère qu'on vous a surpris. Et voilà, c'est la fin. Il y a encore, je crois, du café et des viennoiseries là-bas. Moi, je voulais simplement dire, quel âge avez-vous, Marie? On peut vous demander votre âge? Je ne suis pas si jeune, hein. J'ai 37 ans. C'est quand même jeune. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Pierre Lafitte,
l'aurait kiffé. Et vous avez toute votre place à Sophia Antipolis, n'est-ce pas? Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Elle vient de Lausanne pour nous quand même. Elle a pris l'avion à 9h hier soir. Merci beaucoup.